Le Parménide de Platon, dialogue sur les idées genre logique, suite. Soit, j'accepte ton explication, dit Socrate à Zénon, et je crois qu'il en est comme tu dis. Mais dis-moi une chose, ne penses-tu pas qu'il y a une forme en soi de la ressemblance, et une autre opposée à celle-là, celle de la dissemblance en soi? Que toi et moi, et tout ce que nous appelons le multiple, nous participons à ces deux formes, que les choses qui participent à la ressemblance deviennent semblables en tant et pour autant qu'elles y participent, que celles qui participent à la dissemblance deviennent dissemblables, et celles qui participent aux deux, l'un et l'autre à la fois. Si toutes choses ont part à ces deux formes contraires et sont par le fait de cette double participation à la fois semblables et dissemblables à elles-mêmes, qu'y a-t-il là d'étonnant ? Si l'on montrait la ressemblance elle-même devenant dissemblable, ou la dissemblance semblable, voilà ce qui me paraît prodigieux. Mais si l'on montre que les choses participant aux deux emportent les deux caractères, il y a là, Zénon, rien qui me paraisse extraordinaire, pas plus que si l'on montre que tout est un par la participation à l'unité et que ce même tout est multiple par sa participation à la pluralité. Mais si on me démontre que ce qui est un en même temps multiple, et qu'à son tour ce qui est multiple est un, c'est alors que je serai surpris, et il faut en dire autant pour tout le reste. Si l'on démontrait que les genres mêmes et les formes reçoivent en eux ces affections contraires, il y aurait de quoi s'étonner. Mais si c'est moi qu'on montre comme étant un et multiple, qu'y a-t-il là d'étonnant ? On peut alléguer, quand on veut montrer que je suis multiple, que mon côté droit diffère de mon côté gauche, ma face de mon dos, et de même pour le haut et le bas de ma personne, car je participe, j'imagine, à la pluralité. Veut-on au contraire montrer que je suis un, on dira que des 7 hommes ici présents, j'en suis un, puisque j'ai part aussi à l'unité. Les deux affirmations apparaîtront ainsi comme vraies. Si donc on entreprend de prouver que des choses telles que les pierres, les morceaux de bois et autres pareils sont à la fois une et multiples, nous dirons qu'on montre bien que ces choses sont une et multiples, mais non que l'un est multiple et le multiple un, et qu'on ne dit rien là de surprenant, mais bien ce que nous accordons à tous. Mais bien ce que nous accordons tous. Mais si on commence par distinguer et mettre à part les formes en soi des choses dont je parlais tout à l'heure, par exemple la ressemblance et la dissemblance, la pluralité et l'unité, le repos et le mouvement, et toutes les choses du même genre, et qu'on démontre ensuite que ces formes peuvent se mélanger et se séparer, voilà, Zénon, dit-il, de quoi je serais prodigieusement surpris. Tu as traité tout cela avec une mâle vigueur, mais, je le répète, je serais bien plus charmé d'entendre quelqu'un capable de montrer la belle contradiction impliquée en 1000 manières dans les formes mêmes, et de faire pour les objets de la pensée ce que vous avez fait pour les objets visibles. Pendant que Socrate prononçait ce discours, Pythodore s'attendait, dit-il, à voir Parménide et Zénon se fâcher à chaque phrase. Mais en fait, il l'écoutait avec la plus grande attention. Ils se regardaient fréquemment l'un l'autre et souriaient, comme s'ils étaient charmés de Socrate. C'est le sentiment qu'exprima Parménide lorsque Socrate eut fini. Combien, lui dit-il, tu mérites d'être admiré, Socrate, dans ton ardeur pour la discussion. Mais dis-moi, est-ce de toi-même cette distinction que tu fais quand tu mets à part certaines formes qui ne sont que des formes, et à part aussi les choses qui en participent ? Et crois-tu qu'il existe une ressemblance en soi distincte de la ressemblance qui est la nôtre, et qu'il en est de même pour l'un, le multiple, et tout ce que tu viens d'entendre nommer à Zénon ? Oui, dit Socrate. Et aussi, continua Parménide, pour d'autres choses, crois-tu qu'il y ait aussi, par exemple, quelque forme en soi et par soi, du juste, du beau, du bon, et de toutes les choses de cette sorte ? Oui, dit-il. Et aussi une forme d'homme distincte de nous et de tous les hommes comme nous, une forme en soi d'homme, une forme de feu et d'eau.
J'ai été souvent Parménide, répondit Socrate, perplexe au sujet de ces choses, ne sachant s'il fallait en juger comme des précédentes ou autrement. L'es-tu aussi Socrate au sujet de choses qui pourraient paraître ridicules, comme le poil, la boue, la saleté, ou toute autre chose insignifiante et sans valeur? Te demandes-tu s'il faut admettre qu'il y a aussi pour chacune d'elles une forme à part, distincte elle aussi des choses que nous touchons de nos mains? Non, répondit Socrate. Pour les choses que nous voyons, je ne doute pas de leur existence. Mais de penser qu'il en existe une forme, j'ai peur que ce ne soit par trop étrange. Cependant, il m'est arrivé parfois de me sentir troublé et de me demander si toutes les choses n'ont pas également leur forme. Puis, quand je me suis arrêté à cette pensée, je m'en détourne en toute hâte de peur de tomber et de me noyer dans un abîme de niaiseries. Revenu aux choses dont nous avons dit qu'il existait des formes, j'y consacre mon temps et en fais mon étude. C'est que tu es encore jeune, Socrate, reprit Parménide, et la philosophie ne s'est pas encore emparée de toi comme elle le fera, j'en suis sûr, quand tu ne mépriseras plus aucune de ces choses. À présent, tu regardes encore à l'opinion des hommes à cause de ton âge. Quoi qu'il en soit, réponds à cette question. Crois-tu, comme tu le dis, qu'il y a certaines formes dont les objets qui y participent tirent leur dénomination, que par exemple ceux qui participent de la ressemblance deviennent semblables, ceux qui participent de la grandeur grands, de la beauté et de la justice justes et beaux? Certainement, répondit Socrate. Est-ce de la forme entière ou d'une partie que chaque participant participe? Ou bien y aurait-il encore une autre manière de participer en dehors de celle-là? Comment cela serait-il possible? Répondit Socrate. Te semble-t-il donc que la forme entière soit dans chacun des objets multiples, tout en étant une, ou quel est ton sentiment? Qu'est-ce qui s'oppose, Parménide, à ce qu'elle y soit? Demanda Socrate. Ainsi donc, tout en étant une et identique, elle serait à la fois tout entière dans plusieurs choses séparées, et par suite, elle serait elle-même séparée d'elle-même? Non pas, répliqua Socrate, car elle pourrait être comme le jour qui, un et identique, est à la fois en beaucoup de lieux, sans être pour cela séparé de lui-même. C'est ainsi que chaque forme peut être à la fois dans tous ses participants sans cesser d'être une et identique. Voilà, Socrate, reprit Parménide, d'une plaisante manière de faire que la même chose soit présente dans plusieurs endroits à la fois. C'est comme si, ayant étendu une toile sur plusieurs personnes, tu disais qu'étant unique, elle est tout entière sur plusieurs. Ne crois-tu pas que c'est à peu près ce que tu dis? Peut-être, dit Socrate. En ce cas, la toile serait entière sur chacun, ou telle partie sur l'un, telle partie sur l'autre? Une partie. À ce compte, Socrate, répondit Parménide, les formes elles-mêmes sont divisibles, et les objets qui en participent ne participent que d'une partie, et chacun d'eux n'a plus en lui la forme entière, mais une partie seulement. Il paraît bien qu'il en est ainsi. Alors, Socrate, consentiras-tu à dire que notre forme qui est une est réellement divisible, et qu'elle sera encore une? Pas du tout, répondit Socrate. Considère en effet ceci, reprit Parménide. Si tu divises la grandeur en soi, et si chacune des choses multiples qui sont grandes l'est par une partie de la grandeur plus petite que la grandeur elle-même, cela ne paraîtra-t-il pas absurde? Si, vraiment, dit-il. Suppose encore qu'un objet n'ait reçu qu'une parcelle de l'égalité. Pourra-t-il, par cette parcelle plus petite que l'égalité en soi, être égal à quoi que ce soit? C'est impossible. Mais supposons que l'un de nous est une partie de la petitesse. Le petit en soi sera plus grand que cette partie, puisqu'elle n'est qu'une partie de lui-même. Et voilà le petit même qui est plus grand, tandis que la chose à laquelle on aura ajouté ce qu'on lui enlève en sera plus petite et non plus grande qu'avant l'addition. Cela, dit Socrate, est inadmissible. De quelle manière veux-tu donc, Socrate, reprit Parménide, que les choses participent des formes, alors qu'elles ne peuvent participer ni de leur partie ni de leur totalité?
Par Zeus, répliqua Socrate, c'est une chose qui ne me paraît pas du tout facile à déterminer. Eh bien, que dis-tu de ceci? De quoi? Voilà, je pense, ce qui te fait juger que chaque idée est une. Lorsque plusieurs objets te paraissent grands, si tu les regardes tous à la fois, il te semble sans doute qu'il y a en tous un seul et même caractère, d'où tu infères que la grandeur est une. C'est vrai, dit Socrate. Mais si tu embrasses de même dans ta pensée à la fois la grandeur elle-même et les choses grandes, ne vois-tu pas apparaître encore une autre grandeur par laquelle toutes celles-là paraissent nécessairement grandes? Il semble. Ainsi donc, une autre forme de grandeur apparaîtra, éclose par-delà la grandeur en soi et ses participants, puis, après toutes celles-là, une autre par laquelle tout cela est grand, et chacune de tes formes ne sera plus unique, mais infinie en nombre.